Je m'appelle François Sibika et je suis en Israël depuis plus de 50 ans et j'ai consacré ma carrière à faire de la chimie et de la recherche à l'université. Et par la suite, je suis devenu écrivain pour enseigner la chimie à tout public. Je me suis intéressé aussi à l'alchimie de ce peuple et c'est pour ça qu'en tant que chimiste, je me suis rallié à Israël Shalosh. Donc on veut changer ce système électoral qui finalement modèle la société, hein. Et grâce à une technologie de pointe qui fait partie de la technologie 3.0 et qui est basée sur la blockchain, on peut instaurer une démocratie basée sur des valeurs de paix et de vérité pour nous tous. Et de cette manière, le pouvoir sera remis dans les mains du peuple. Donc en fait, ce plan vise aussi à créer des structures sociales, financières, de manière à créer une communauté indépendante parce qu'on a des gens qui sont mus par l'amour d'Israël et qui ont beaucoup de biens et qui peuvent nous aider, mais c'est uniquement par l'amour d'Israël et pas pour avoir des droits ici et là. Donc en fait, on est un peu comme à l'époque d'Herzl. Herzl avait imaginé Israël, nous voulons que nous imaginions un nouvel Israël Shalosh. Il faut l'imaginer dans la tête et ensuite le créer. Et ce serait bâtir une version d'Israël améliorée où la démocratie n'est pas un slogan, mais c'est une vérité que l'on vit dans le quotidien. Voilà. Alors maintenant, je vous invite à écouter le plan d'action que Lévi va nous proposer. Alors, Lévi, c'est l'acteur clé et l'initiateur de ce projet merveilleux auquel je vous convoque tous, parce que c'est une grande aventure de vouloir changer ce pays, alors qu'on sent tous que finalement ce pays mérite d'être autre chose que ce qu'il est. Donc c'est une aventure qu'à mon avis, on peut tous partager. Et donc, je reviens à Lévy. Lévy, c'est l'initiateur de ce projet. C'est un visionnaire. Il a vu ça depuis très longtemps et c'est un entrepreneur. Il est passionné par ce qu'il fait et profondément engagé pour l'innovation sociale. Lévy, à toi. François, je te remercie sincèrement de ton introduction. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour cette présentation importante du projet Israël 3.0. Je suis vraiment reconnaissant que vous ayez pris le temps de vous joindre à nous sur Zoom. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour le succès de ce projet. Je veux aussi remercier tous les chefs de communauté, influenceurs qui sont là avec nous, qui partagent cette soirée avec nous, certains experts qui adhèrent à cette vision, qui s'engagent également. Votre engagement à vous tous renforce notre détermination à créer un avenir meilleur pour Israël. Quant au conseil intérimaire qui est devant vous, que nous avons formé, il est vraiment crucial. Tout simplement pourquoi? Dans un monde où les systèmes politiques sont souvent centralisés, Israël 3 propose une alternative nécessaire. Nous sommes le premier mouvement citoyen, à ambition politique certainement, et vous le verrez plus tard, à montrer que gérer un projet, une communauté, voire même un État, peut se faire de manière décentralisée avec une flexibilité horizontale. Aujourd'hui, notre conseil intérimaire compte déjà plus de 10 chefs de communauté et nous prévoyons d'élargir ce nombre à des dizaines, voire des centaines dans les années à venir, peut-être même les mois à venir, si Dieu veut. Israël 3 offre quelque chose d'unique par rapport aux autres mouvements citoyens ou politiques. Là où d'autres se concentrent sur le pouvoir centralisé, nous mettons l'accent sur la décentralisation, la flexibilité horizontale et la démocratie participative. Ensemble, nous construisons un futur où chaque voix compte, chaque citoyen peut participer activement à la gouvernance et où les décisions sont prises pour le bien de tous dans la transparence et le respect des valeurs démocratiques. Tout cela dans un cadre unique aux valeurs authentiques d'Israël. Merci à tous de participer activement à cette révolution démocratique. Ensemble, nous ferons d'Israël un modèle de gouvernance pour le monde entier. Pourquoi est-ce qu'Israël 3 a besoin de voir le jour très rapidement en Israël et pour le monde entier? Tout simplement, d'abord, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, aujourd'hui, qui compte environ 5 millions d'électeurs et un riche héritage de sagesse, ne parvient-il pas à influencer de manière significative le gouvernement? C'est une question que tout le monde peut se poser. On veut des choses, mais elles ne se passent pas.
Alors pour comprendre ça déjà, tout le monde n'est pas très agile avec le système politique israélien, surtout pour les francophones, mais on va l'expliquer rapidement. Il faut savoir que dans le process de formation d'une coalition en Israël, donc Bibi aujourd'hui, où les postes et récompenses sont échangés contre des voix, donc pour que Bibi passe, bah, il faut qu'il offre des budgets, de l'argent à des gens qui vont voter pour lui, donc à des sièges, à des représentants politiques qui vont voter pour lui. Il est très difficile de préserver la pureté de la démocratie et donc le respect de la volonté du peuple, puisqu'il s'agit aujourd'hui de minorités qui tirent les cordes pour que la coalition tienne. Également, il y a un autre problème dans le système actuellement démocratique israélien, c'est qu'après que les électeurs aient donné leur voix à des élus, l'élu peut en faire ce qu'il veut, même en contradiction totale avec la volonté de l'électeur jusqu'aux prochaines élections. Donc admettons que les prochaines élections doivent se produire d'ici 2 ans et demi. Eh bien, pendant 2 ans et demi, 64 représentants députés à la Knesset peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de monter leur salaire, ils peuvent décider de dépenser 500 milliards de shekels par an, qui est le budget actuel de l'État, là où ils le souhaitent. Donc c'est également un problème. De plus, les monopoles et forces extérieures dominent les représentants du gouvernement, influençant les politiques pour servir leurs intérêts sous la menace de retirer leur soutien. Vu que les politiques aujourd'hui sont financées par des gros financements étrangers, partiellement par la Knesset, également par la même Chala, par le gouvernement, mais essentiellement par des soutiens financiers étrangers, ce qui fait qu'aujourd'hui les politiques sont directement gérées par les lobbies et les monopoles israéliens et étrangers. Donc nous avons aujourd'hui un État qui fonctionne comme ça. Donc vous posez les questions après pourquoi forcément on n'arrive pas à travailler. De plus, le clivage politique, donc la droite, la gauche, les religieux, les non-religieux, conduit à des nominations basées uniquement sur des considérations politiques au détriment de la sélection professionnelle des experts. Donc nous avons des gens qui siègent, par exemple, au ministère de la Santé, qui ne sont pas des experts en santé. Pareil pour l'éducation, pareil pour l'économie. Donc nous avons une économie qui se casse la figure, une éducation qui est proche de zéro, voire moins 10 ou moins 50, comme on veut l'interpréter, etc., etc. Donc nous avons tous les systèmes jusqu'au système sécuritaire israélien, interne ou sécuritaire avec les pays voisins et bien sûr les pays étrangers, qui est complètement dominé par ce qu'on vient d'expliquer. Et donc forcément, on a besoin d'un changement qui est impératif, non pas seulement un changement d'un leader qui va venir et promettre d'être le prochain Messie, mais d'un nouveau système de prise de décision, d'un nouveau protocole démocratique qui va nous permettre de changer les choses. Israël 3, rassemblement des citoyens d'Israël autour des valeurs éternelles du peuple juif, afin de restaurer les valeurs de paix et de sécurité, de justice et de droit, de démocratie, d'éducation, de compassion et de vérité, etc., etc., dans le monde social, économique et politique, au bénéfice de toute la nation et de chaque individu. C'est très ambitieux, ça a l'air magnifique. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, le protocole démocratique qu'on met en place veut que les experts, pardon, que les citoyens votent pour des experts par domaine de gouvernance. Donc, vous avez à gauche le peuple, qui, à travers une application qu'on va voir un peu plus tard, donc une technologie révolutionnaire, mais qui est très simple, hein, comme un Facebook, comme n'importe quoi, peuvent voter pour des experts dans différents domaines. Juridique, économique, éducation, santé, sécurité, etc. Ces experts-là qui sont élus par le peuple vont former des comités qui vont discuter des solutions et prendre des décisions professionnelles en fonction de la majorité. Donc il n'y a plus de nomination purement politique ou tirée par les lobbies, c'est purement pour travailler. On est là pour bosser, on prend des gens qui sont compétents et on les met en place dans les comités qui les concernent. De plus, les représentants ont un poids égal au nombre de voix qu'ils ont reçues et doivent tenir leurs promesses. C'est-à-dire, un représentant a reçu 30 000 voix en économie, ben, dans le comité d'experts, il pèse 30 000 voix. Il n'a pas un siège avec lequel il peut jouer, il a simplement 30 000 voix. Et de plus, il est obligé de tenir sa promesse face à ses électeurs, puisque les électeurs peuvent retirer leur voix. Alors vous allez dire, attends, à tout moment, etc. Peut-être à tout moment, ou peut-être on peut décider tous les 30 jours, 60 jours, tous les 90 jours, ou tous les 6 mois, peu importe. Mais en tout cas, il y a un système technologique qui permet, avec cette application, de retirer sa voix d'un représentant qui ne fait pas son travail. Donc vous avez des comités d'experts, imaginez 30 experts en économie qui travaillent ensemble avec des nombres, des chiffres, c'est-à-dire que chaque économiste qui siège
pèse le nombre de voix qu'il a reçues. Donc, il représente sa communauté, les gens qui lui font confiance. S'il ne fait pas son travail, il sait que de 30 000, il peut passer à 10 000. S'il fait bien son travail, de 30 000 voix, il peut passer à 1 million de voix et forcément avoir beaucoup plus de poids sur les décisions dans ce comité d'économie. Il ne prendra pas de décision en sécurité. Il ne prendra pas de décision en éducation parce qu'il n'est pas expert en éducation. On veut des gens sur lesquels on compte pour des domaines de gouvernance spécifiques. Je vais vous montrer une petite vidéo qui est malheureusement, je ne l'ai pas entièrement en français, c'est sous-titré en français, mais on va quand même pouvoir visualiser avec des images en 2 minutes comment ça fonctionne exactement. Our world suffers from instability and social unrest. The problem lies in the existing system of government, representative democracy, that concentrates powers and grants too much power to a small number of people who decide everything for everyone, generally without the necessary skills. So, what's the solution? A democratic, transparent, flexible, and collaborative system that allows citizens to vote for a representative in any field, including security, health, education, and economy. In this way, committees of experts are established in each field, where discussions are held and professional decisions are made, and whereby each representative is worth the number of votes he or she received when voting for or against a law. If the expert fails to meet the satisfaction of his voters, they can transfer their vote to another representative from the same field as they choose. The advantages are clear: decentralization of authority, decision-making free of private interests, collaboration and discussion that unites the different sectors, representatives who work 100% for the people and not the other way round. All citizens will be eligible to vote themselves as they see fit on general issues that don't require specific expertise. The good news is that it all exists and is ready for use. Meet the democratic portal that operates via a mobile app based on an independent blockchain protocol that guarantees transparency and control over all the relevant processes, voter verification, transfer of votes to experts, and a decision-making process. Protection of the voting system from disruption and fraud, reduced costs of ballots, and increased profitability. Increased citizens' participation and involvement in government and in organizations in which they are members. That the representatives and experts will assume responsibility and distance themselves from any form of corruption. From today, our future is in our hands. En 4 étapes réalistes. Tout d'abord, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on a un mouvement qui est composé d'experts, de leaders et de certains de nos hommes politiques actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà des gens qui sont en politique ou qui sont des experts nationaux en Israël, qui attendent que cette communauté se crée pour pouvoir représenter notre force à la Knesset. Donc, il s'agit de partis politiques qui sont déjà en place. Mais nous avons également des chefs de communauté dont une partie est là ce soir, et un siège de direction qui est au pilotage de contrôle. Notre de fondateur du mouvement est là devant vous. Donc, c'est bien sûr un schéma des hommes politiques, des candidats qui veulent être peut-être Premier ministre par la suite, ou peut-être simplement travailler pour les citoyens israéliens. Donc, nous avons un mouvement qui se crée tout d'abord, davantage citoyen et avec un siège de direction. Toujours dans la première étape, on connecte des milliers de citoyens qui soutiennent le mouvement. Donc, ceux qui sont là, qui nous entendent en live ou qui vont voir le replay, l'enregistrement, on vous invite à vous enregistrer pour qu'il y ait des milliers de citoyens qui adhèrent à ce nouveau système. Vous avez bien sûr un lien, j'imagine, vous aurez un lien pour pouvoir vous connecter. Et donc, on va pouvoir, une fois que ces milliers de citoyens adhèrent au projet, et donc forcément si une partie de ces citoyens finance le lancement du projet, puisque ce projet demande entre 100 et 150 000 shekels par mois minimum. Il faut gérer les technologies, il faut gérer des équipes de contenu, etc., des rendez-vous d'experts, des rendez-vous politiques, etc. Donc, il y a beaucoup de travail. Et une fois que cette communauté est montée, on peut passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est projets pilotes locaux. On va commencer à lancer l'application sur des quartiers, des villes avec lesquels on fait déjà des partenariats. Donc, on a déjà des quartiers ou des villes, des mairies en Israël qui attendent qu'on lance ce projet, et également des mouvements de toutes sortes qui souhaitent utiliser la plateforme Coali. Alors, il y a certaines personnes ici qui sont présentes dans ce Zoom, qui viennent de France, qui sont peut-être même pas juives et qui attendent également, ce sont des chefs de communauté francophones, des chefs de partis politiques, qui attendent que ce projet fonctionne en Israël pour lancer également la même chose en France et dans d'autres pays avec lesquels on a déjà des partenariats. Une fois que ces pilotes locaux sont lancés, on va lancer
Donc, une fois que l'application fonctionne, donc ça peut durer, un pilote local, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, ce n'est pas très très long. Nous allons lancer des élections internes au mouvement pour les postes de direction et pour le conseil intérimaire. Donc, pour le conseil intérimaire, aujourd'hui, comme son nom l'indique, est intérimaire et va être voté définitivement, de manière flexible, bien sûr, tout le temps, grâce à l'application. Donc, les gens qui adhèrent aujourd'hui vont pouvoir décider des gens qui vont gérer ce projet par la suite. Une fois qu'on aura lancé ce pilote avec plusieurs milliers de citoyens et qu'on aura un conseil avec des experts et des gens qui vont commencer à faire un peu de bruit et même à lancer certaines alertes dans la presse et au sein de la Knesset, on va pouvoir collecter de plus gros fonds, puisque il s'agit aussi, vous imaginez bien, de fonds et de moyens de ressources. Nous allons pouvoir élargir ce mouvement avec des fonds et passer à plusieurs centaines de milliers de citoyens qui vont commencer à utiliser cette application. C'est une application virale, elle est construite exactement comme un Facebook, sauf qu'elle est basée sur la blockchain, comme vous l'avez compris. C'est-à-dire que chaque personne qui va voter sur cette application, elle passe d'abord l'authentification comme sur une banque en ligne ou comme dans une urne politique. Donc d'abord, on vous vérifie, est-ce que vous avez un droit de vote en Israël? Une fois que c'est fait, vous avez une identité digitale qui vous est offerte, qui vous est donnée avec un wallet, donc un porte-monnaie électronique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à voter, à travailler sur les réseaux sociaux, à influencer, à prendre des décisions ou à donner votre voix à un expert de votre choix ou à lui retirer sa voix. Donc vous allez être entièrement propriétaire de vos contenus et de vos décisions. Et une fois que c'est fait, on passe à la 4e étape. On sélectionne 120 candidats pour les prochaines élections à la Knesset. Tout cela paraît peut-être très long. Je vous rappelle que WhatsApp ou Facebook a plusieurs milliards d'adhérents en quelques années. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui simplement de technologie et de moyens pour réaliser. Effectivement, si on était en 1990, ça mettrait 30 ans ou 40 ans à faire ça. Si on est en 2024, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que la blockchain aujourd'hui existe sur Terre et que les réseaux sociaux existent. Donc nous allons sélectionner 120 candidats grâce à cette application et nous allons travailler donc avec le top 10 des conseillers idéologiques qui vont faire partie de la plateforme ou rejoindre d'en haut du système politiques qui vont nous rejoindre, les top 10 des élus pour diriger le pays, donc les gens qui se prétendent aux candidats à Premier ministre, donc ils feront partie d'un cabinet qui sera aussi semi-horizontal, parce qu'il n'y aura pas une seule personne qui dirigera, il y aura un manager, mais il y aura plusieurs personnes, comme aujourd'hui d'ailleurs dans un cabinet de sécurité par rapport à la guerre, et nous allons avoir une centaine d'experts, donc 10 de chaque domaine. Bien entendu, c'est des choses qui peuvent être flexibles et modifiées par la suite, mais 10 experts de chaque domaine qui vont pouvoir, en économie, en éducation, représenter ce projet au sein de la Knesset. Une fois que c'est fait, il y aura bien entendu un comité qui va pouvoir se mettre en place, un comité constitutionnel qui va pouvoir aussi travailler pour écrire une constitution qui va être présentée à la Knesset. Donc tout ça sont des choses qui sont largement faisables, bien sûr qui sont ambitieuses, on ne peut pas vous dire c'est une chose qu'on va faire en claquant des doigts, mais si nous, en tant que citoyens, on comprend qu'on a l'obligation de prendre notre destin en main, vous comprenez bien que les gens qui travaillent pour nous ne font pas leur boulot. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard qu'on est en guerre, c'est que les dernières décennies n'ont pas été gérées comme ce qu'il faut. On nous a promis énormément de choses. Les taxes sont énormes en Israël. Les gens roulent sous les taxes, sous les bouchons sur les routes. L'économie n'est pas au point. Rien n'est au point en Israël. Ce n'est pas que le système est mauvais, c'est que c'est obsolète. Aujourd'hui, on est en 2024, bientôt en 2025, bientôt 2030. Je vous rappelle qu'il y a un ordre mondial qui se met en place forcément. Ce n'est pas une conspiration, dans la mesure où le monde devient comme un seul pays avec tous les réseaux sociaux, les accords économiques qu'il y a dans le monde entier. On est obligé de gérer ce monde d'une manière globaliste. Forcément, la globalisation, c'est une chose qui est inévitable. On devient comme un très grand pays. Donc, il va falloir qu'il y ait un meneur dans toute cette globalisation. Et forcément, vous le savez autant que moi, Israël est voué à mener le monde avec de meilleures valeurs, avec une vraie justice et une vraie démocratie. Et c'est là aujourd'hui l'opportunité que nous avons de créer facilement, si chacun s'y met un petit peu, facilement un nouveau système démocratique qui sera un modèle pour le monde entier. Vous avez aujourd'hui les moyens de vous abonner ici à gauche pour commencer à vous familiariser avec le contenu et peut-être même faire une participation financière ou vous investir avec nous dans ce projet. À droite, vous avez le lien pour suivre sur les réseaux sociaux, n'importe où, ce qu'on fait, quelle est l'activité qu'on fait. David, à vous. On vous entend. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Françoise et Lévi. Voilà, je connais bien la plateforme.
sur le plan technique et sur le plan de la transparence, je dirais que c'est quelque chose qui répond tout à fait au top niveau. Mais la question essentielle qui se posera, c'est comment déterminer par quels critères les candidats à l'expertise. Je m'explique. Vous avez des experts en économie qui peuvent être professeurs d'économie, mais très nuls au niveau de l'économie, la macroéconomie d'un pays. Et donc, il y a effectivement un challenge dans cette opération, qui est le seul, c'est le côté humain, c'est-à-dire comment arriver à définir des critères qui soient reconnus par la communauté des experts dans chacun des domaines, parce qu'on risque d'avoir une avalanche de candidats experts qui vont faire du temps à tous les citoyens ou raconter des choses qui sont très agréables à entendre, mais irréalisables à faire. Donc, je dirais que ça me paraît être le point essentiel. Donc, cette notion d'expertise, comment la gérer avec un collège d'experts déjà, et comment les désigner, sur quels critères de diplôme, sur quels critères d'expérience professionnelle. Un expert qui est dans le domaine privé a réussi à gérer une grosse entreprise peut avoir un certain nombre de crédibilités, mais ce n'est pas évident. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs et mesdames? D'abord, je pense que c'est une très bonne question et je suppose que Lévi va nous répondre. Alors, c'est une très bonne question. Ce sont des choses qu'on va pouvoir travailler. Comme disait Herzl dans son livre, j'ai pas réponse à tout. Il va falloir qu'on avance et que torquer en avançant, on va trouver les réponses. Mais simplement, il faut savoir que, comme on l'a expliqué, le protocole propose à ce que chaque expert pèse le nombre de voix qu'il a reçues. Donc, admettons qu'il y ait 500 experts qui se proposent en économie. Les meilleurs seront choisis, auront le plus de voix. On peut très bien mettre un barème minimum de voix pour pouvoir intégrer le comité officiel à 1000 voix, par exemple, ou 500 voix, ou 10 000 voix. Ça sera des choses qui vont être justement débattues avec le conseil qui sera en place, et bien entendu aussi avec les citoyens, et bien entendu avec le comité constitutionnel. Donc le but de tout ça, c'est de travailler, d'avancer. Alvaille, comme je dirais, Alvaille qu'il y ait des centaines d'experts du monde entier ou de tout Israël qui nous rejoignent et dont chacun veut participer à la gouvernance d'Israël. On fera le tri comme il faut. Moi, disons que je n'ai pas peur de ça. Ce qui me fait plutôt peur, c'est que les experts arrivent. J'aimerais qu'ils soient plus actifs et qu'ils arrivent. On en a quelques-uns en parlant d'experts, comme Yaron Zalicha, qui est très connu en Israël, qui adhère totalement à ce qu'on fait et qui attend que nous soyons prêts. Donc il y a des experts qui sont connus et reconnus. Et après, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Si le peuple choisit des experts qui ne sont peut-être pas les meilleurs, ben aujourd'hui, malheureusement, on choisit des présidents ou des premiers ministres qui se disent les meilleurs, mais on voit les résultats. Ben, c'est la démocratie. Donc je pense qu'il faut simplement continuer à être démocrate, mais d'une manière avec un protocole qui soit beaucoup plus juste et beaucoup plus adapté. Bon, ça répond à la question, j'imagine. Et on a une question maintenant de Eliora. Quelle est la place de la Torah dans ce système? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, en fait, moi-même, je me suis approché de ce groupe, euh, de l'Ève, c'est Mama et ainsi de Madame Tibika et tout ce groupe-là. Je voulais vous dire que, en fait, à mes proches, mes amis, mes disciples, tous ceux qui sont présents là et ceux qui ne sont pas présents, qu'en fait, cette approche va donner une place honnête, sérieuse à chaque citoyen en Israël. Pourquoi? Je voulais juste apporter un petit enseignement de nos sages. Quelle différence y a-t-il entre le roi, entre un roi quelconque et le roi des rois? Dans le traité Abodazara, nos maîtres répondent, un roi, lorsqu'il règne, alors il place son effigie, donc son image, dans toutes les pièces, dans toute la monnaie. Par contre, le roi des rois, toutes les créatures sont en vérité sur son image, sous son image, et chaque créature représente en fait cette image de Dieu. Donc, comment donner une place à chacun, comment donner une voix à chacun dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie telle qu'elle, elle est loin donc d'être une démocratie. Et même si on a l'impression qu'elle donne une place
à chacun, etc., juste au début, mais sur la continuité, donc, et de ne pas sa place. Par contre, ce que propose donc ce groupe, ce que propose donc cette technologie, cette nouvelle technologie, c'est continuellement de montrer, de porter sa voix, d'annoncer sa voix, son avis, et de participer et de s'impliquer directement dans tout ce qui se, dans tout ce qui se passe donc, dans l'État d'Israël. Ceci dit, que la démocratie elle-même, même si elle n'est pas donc n'est pas donc du judaïsme, même si on peut trouver bien sûr des sources à Forba, à Forba, à Kolba, parce que dans la Torah, tout s'y trouve à la fin, on peut tout trouver, tout ce qu'on recherche, on peut le trouver. Mais cependant, il faut savoir que la démocratie telle qu'elle aujourd'hui en Israël, elle est complètement déformée et les conséquences, on les voit à tous les niveaux. Et au niveau donc de militaire et au niveau donc politique, on peut le voir ça tous les jours qu'on est très très loin de notre compte. Donc ce groupe va apporter une place à chaque juif, à chaque personne qui habite en Israël et qui peut donc exprimer sa voix, avoir une place directement et enfin retrouver toutes les communautés d'Israël et quelle que soit donc leur orientation, leur direction, on peut les retrouver et c'est vraiment, je peux dire que c'est la hardout, c'est l'unité de la parole, de la volonté du peuple juif. Oui, alors comme je ne vois pas une autre question sur le chat, alors je vais me permettre à la suite de ce que dit le rabbin Shriki de poser une question à notre deuxième rabbin qui est là avec nous ce soir et qui fait lui aussi partie donc du conseil intérimaire. C'est le Rav Yosef Ben Shushan. Il est président du mouvement Oz Israël, rabbin d'une communauté à Jérusalem et il enseigne la Torah dans différentes structures. Il est également un fervent admirateur d'Herzl. Alors, j'ai une question pour vous. C'est, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une utopie de pouvoir regrouper tout le monde, alors que la société israélienne, elle est déchirée, on le voit dans ces manifestations assez violentes à Kaplan, à Jérusalem et dans tout le pays. טוב, ערב טוב. יש מיקרופון? כן. Oui, oui, on vous entend. Je sais très bien que les médias ont toujours tendance à montrer les scissions et les discords dans le peuple d'Israël. C'est ce qui vend le mieux. Et comme le fondement même des médias, c'est de dire good news, no news. Bad news, news. C'est-à-dire les mauvaises actualités ne sont pas vendables. Les sales actualités, elles sont très vendables. Mais la vérité des choses n'est pas telle. Au sein du peuple d'Israël, il s'avère qu'il y a aujourd'hui un amour très très profond, contrairement à ce que l'on a l'impression. Ce n'est pas par hasard que nous sommes retournés en Eretz Israël, car nous n'oublions pas, nous avions été chassés d'Eretz Israël à cause de la haine gratuite. Donc on a été envoyé en exil comme hôpital pour guérir de cette maladie. Et Dieu, qui est le médecin du peuple d'Israël, a évalué il y a déjà 100 ans qu'on avait guéri de cette maladie, et c'est la raison pour laquelle il nous ramène en Eretz Israël. Donc, sans aucun doute, il y a aujourd'hui un amour très très profond. Il n'y a qu'à voir, dès que la nation est en danger, et bien, tous y accourent pour son sauvetage, comme on l'a vu, malgré tous les clivages et toutes les manifestations et tout ce qui avait promis qu'en cas de guerre, ils ne s'engageraient pas à l'armée. Ils sont tous venus à plat ventre, supplier pour pouvoir prendre aussi part au sauvetage de notre nation. C'est qu'il faut qu'il y ait un amour très 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 fort au sein de la nation. Quant aux manifestations, on sait très bien qu'elles ne sont pas du tout représentatives. On est 8 millions de personnes en Eretz Israël, et le fait que déjà depuis quelques mois, il y a 100 000 personnes qui hurlent à Tel Aviv, et bon, on sait très bien qu'est-ce qui manigance tout ça. Il y a quelques salauds, malheureusement, comme dans tous les peuples, il y a aussi des salauds, qui manipulent la détresse des familles qui ont des otages à Gaza pour s'en servir
à mauvais escient pour tout simplement faire tomber le gouvernement par jalousie et par toutes sortes de petitesses. Le peuple ne se trouve pas là-bas. Si on veut avoir un prototype vraiment représentatif du peuple, eh ben, c'est sur le champ de bataille. Les soldats d'Israël, qui sont la crème du peuple d'Israël. Lorsque l'ordre a été donné, ils ont tous dit Hineni, je suis là au service de mon peuple. Ils ont abandonné leur famille, ils ont abandonné leur travail, et ça fait déjà des mois qu'ils sont là-bas à combattre. Et il y en a pas mal qui tombent, malheureusement, mais ils tombent avec amour. D'ailleurs, j'aime pas tellement le mot tomber. Ils s'élèvent plus exactement. Ils réalisent en fait la crème la plus haute et la plus sainte du peuple d'Israël. Ce qui se passe sur le champ de bataille, où la Shrina se trouve, ça c'est représentatif du peuple d'Israël. Et c'est ce que pense tout le peuple d'Israël véritablement. Il n'y a qu'à voir, malgré ce qu'on a l'impression, dans votre immeuble, eh ben, il y a un Ashkenazi, un Sfaradi, un mec de droite, un mec de gauche, et un aristocrate, et un intellectuel, et quelqu'un qui travaille manuellement, et on est tous amis, et on est tous copains. Et de même, quand on va dans des mariages, autour de la même table, il y a tous les représentants de la nation, et on est tous avec un amour et une sympathie très profonde. Le fait qu'il y ait des controverses est tout à fait naturel, il n'y a pas de quoi avoir peur. À travers toute l'histoire d'Israël, il y a toujours eu des controverses. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Olam on dit que les Chachamim rajoutent de la paix dans le monde, et comment qu'ils font? Eh ben, sont querellants toute la journée, parce que pour que la vérité éclate, il faut que chacun présente sa vision partielle de la vérité, et après, le travail, c'est de faire la réunion et l'harmonie entre toutes ces vérités. Donc, ce n'est pas une utopie, ça ne va faire que représenter véritablement ce qui se trouve dans le background de la nation, et pas ce qui se trouve affiché sur les écrans. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, normalement, quelqu'un, lorsqu'il a un magasin, il met dans la vitrine la belle marchandise et la camelote dans l'arrière-plan. Ici, malheureusement, c'est exactement le contraire. La camelote, on la met dans la vitrine. La vitrine, ce sont les écrans de télévision, ce sont les écrans de tous les sites d'Internet. Et la marchandise qui est en or se trouve dans le background de la nation. Et c'est là la véritable marchandise. Il y a un amour très, très, très profond. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on espère arriver. C'est ce qu'il y a de fait aujourd'hui dans l'Eretz Israël. Et donc, toute cette technologie va permettre de mettre ça au grand jour. Il est très important de faire savoir au peuple d'Israël qui il est véritablement et arrêter de subir un brouage de crâne qui vient nous rapetissir et vient nous salir à tout mensonge. Lorsqu'on le répète à plusieurs reprises, finalement, on commence à y croire. Donc les médias sont constamment en train de faire des divisions et en faire même des querelles inexistantes. Il faut tout simplement rappeler au peuple d'Israël qu'il est rempli d'amour et le prouver dans son comportement. Et donc, Bezrat Hashem, on réussira ce projet, j'en ai aucun doute. Amen. Amen, amen. Merci, Youssef. Alors évidemment, on est tous soumis à cette loi, séparés pour mieux régner. C'est ce qui se passe chez les politiciens de tous les pays et de tous les niveaux d'habitude. Écoutez, je ne sais pas si on a le temps pour d'autres questions, mais ce que j'aimerais, c'est quand même vous présenter deux autres membres du comité du conseil intérimaire qui sont avec nous. Alors Brigitte Lévy, qui est une Française d'origine. Brigitte, tu es là? Oui, la voilà. Elle est française d'origine. Elle a vécu 20 ans à Silicon Valley. Elle a travaillé dans plusieurs startups où elle a accumulé une solide expérience dans la gestion des entreprises et de ressources humaines. Et elle reste fidèle à la devise, à la devise des EI, c'est-à-dire des éclaireurs israélites pour le bien, toujours prête. Alors, Brigitte, tu veux nous dire un petit bonjour? Bonsoir. Ce qu'il y a, c'est que moi, je regarde l'heure. Tu m'as demandé Ah oui, c'est de vrai. regarder l'heure. Et là, on est en train de dépasser. Donc, vraiment, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Et merci de cette introduction. Alors, juste un petit coucou à Elie aussi qui est avec nous. Elie Guez. Elie Guez est aussi membre de conseil intérimaire. Il est élève de Manitou. Il travaille depuis plus de 40 ans sur la vision universelle de la Torah et il est créateur du groupe d'Israël Projet d'Humanité. Alors moi, je veux présenter ce soir, inviter à donner quelques mots également,
à certains soutiens qui sont très très chers à ce qu'on est en train de faire. Des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont essentiellement des francophones bien entendu, puisque ce soir on est pour les francophones. Alors c'est par ordre alphabétique qu'on va les inviter, pas par ordre d'importance. J'aimerais que Monsieur Rony Acriche fasse surface. Est-ce que Rony est auteur de plusieurs ouvrages en français sur la pensée hébraïque. Il enseigne l'historiosophie, désolé, je ne connaissais pas ce mot biblique. Il est fondateur et directeur de l'Université populaire gratuite de Jérusalem, Café Da'at. À vous, Rony. Merci et désolé. Top, juste dire quelques mots par rapport au projet qui me paraît intéressant, mais qui me paraît pour l'instant, en tout état de cause, utopique dans sa technicité, parce que je pense, comme disait Condorcet, qu'un peuple ne sera vraiment libre et souverain que si la raison savante devient populaire. Et à travers cette formule, je voudrais être entendu dans le fait que il y a une possibilité de mobiliser les masses, quelles qu'elles soient, qu'à partir du moment où ces masses deviennent des citoyens éclairés. Et on considérait de manière générale, même dans l'invention de la démocratie depuis Montesquieu, qu'il fallait une oligarchie considérée comme éclairée pour diriger la masse populaire. Et la masse voulait dire ce que cela voulait dire. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, où l'école est obligatoire et le bac est devenu une formalité, mais je ne crois pas que nous soyons devenus des citoyens éclairés. Et les moyens techniques dont vous parlez, qui me paraissent probants, qui me paraissent très intéressants, et je ne sais pas si c'est véritablement la première étape, ou plutôt utiliser ces moyens techniques dont la plupart d'entre nous ne savons pas toujours les utiliser à bon escient. Et il faudrait, à mon humble avis, une plateforme de débat d'aide aux citoyens afin de l'informer pour mieux débattre, en lui apportant des éléments d'information fiables, une espèce de passerelle pédagogique qui, à mon avis, est nécessaire. Et il faut que cette plateforme reste aussi, à mon humble avis, indépendante politiquement, idéologiquement et financièrement, pour qu'elle puisse mobiliser un maximum d'individus. La peur de la masse populaire qui est considérée par les élites comme homogène, cette masse populaire qui paraît pour beaucoup de nos politiciens irrationnels et potentiellement dangereuse dans l'ensemble des démocraties. D'ailleurs, on pense la même chose. Et pour éviter cela, je crois que le principe de citoyenneté peut paradoxalement devenir le moyen de garder le pouvoir sur un peuple. Et en donnant aux citoyens le droit à participer à sa propre servitude, comme nous en sommes les témoins, on se rappelle bien évidemment le propos d'Étienne de la Boétie qui, à l'âge de 10 ans, avait déjà écrit une lettre au nombre de réflexions intelligentes. Entre autres, il disait ainsi: les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes. Et en fin de compte, son propos était de dire que nous étions les serviteurs de nos suzerains que parce que nous avions accepté de l'être. Et vous le savez comme moi, tous ici présents, que dans le débat public et le militantisme, dont personnellement j'ai été de longues années jusqu'à mon alia où j'ai tout arrêté, sont toujours, jusqu'à aujourd'hui, l'affaire d'une minorité. Alors il y a certainement des exceptions, mais elles surviennent lorsqu'il y a des moments dramatiques ou tragiques, et qui sont tous empreints d'une énorme charge émotive ou symbolique, ou bien alors quand sont remis en cause des intérêts sensibles des personnes. Alors, lorsqu'on arrive à la colère, le ras-le-bol, alors il y a un profond désir, comme aujourd'hui d'ailleurs, pas seulement dans Israël et Shalosh, j'appartiens à des groupes de réflexion
de droite comme de gauche, et nous voyons l'ébullition dans laquelle se trouve la population. Mais à part ces moments magiques, la mobilisation générale, celle de la majorité silencieuse, est rarissime. Et entre ces sursauts de conscience, je dirais, et d'engagement, on assiste à de grandes périodes d'apathie et de désintérêt durant lesquelles la solidarité citoyenne est absente. Et on a vu que quelques semaines après le 7 octobre, combien les choses se retrouvent comme étant ferventes de revendications et de schismes possibles. Et je reviens sur cette idée principale, avec ça je termine. Et il serait de bonne allure de pouvoir faire en sorte, pour qu'un mouvement puisse être probant, euh, d'instruire les masses populaires. Personnellement, c'est ce que je fais avec l'université populaire israélienne, et gratuite d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'elle soit gratuite, comme à l'époque de Victor Hugo, parce qu'elle permet de toucher des centaines de gens par l'intermédiaire des réseaux, de la technique, d'avoir des milliers d'inscrits, et toujours par ces réseaux d'avoir la possibilité de parvenir à des dizaines de milliers de personnes. Merci Ronnie. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais également simplement rebondir sur ce que vous dites. Tout d'abord, effectivement, l'application qu'on a mis en place est construite comme un réseau social. Donc, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, comme vous l'avez proposé, ce côté instructif. Donc, on apprend aux gens ce que c'est que l'économie. Enfin, on apprend à ceux qui sont intéressés. Donc, c'est pas simplement voter, c'est également connaître les représentants pour qui on va voter. Et on ne parle pas de démocratie directe, dans laquelle on demanderait au peuple de prendre des décisions sur tout. Et là, je vous rejoindrai sur le fait que le peuple n'est pas encore assez éclairé pour prendre toutes les décisions et ils n'ont pas le temps pour le faire. Là, on parle simplement de voter pour des gens, au lieu de voter pour une personne qui décidera pour tout le monde, sur tous les domaines, voter pour différentes personnes. Donc, au lieu de faire un vote, on pourrait en faire une dizaine. Donc, 10 personnes que je choisirais, une dans chaque domaine. C'est pratiquement la même représentation qu'on a aujourd'hui, sauf qu'elle est plus décentralisée. On ne change pas les systèmes et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas du tout utopique. C'est tout à fait réalisable et on va prouver très rapidement que c'est réalisable puisque dans les prochains mois, j'espère avec cette communauté, on va lancer un pilote. Je vais donner donc la parole à Marc Catard, enseignant en stratégie et responsable de la communauté juive de Fontainebleau, ancien maître de conférence à l'université de Haïfa et ancien délégué de l'agence juive en Europe. Marc, s'il vous plaît, c'est à vous. Merci Lévi, je suis ravi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Je voudrais bien sûr exprimer mon soutien à ce projet que je suis depuis le début. Je rebondis aussi sur ce que M. Roni Akrish vient de dire, pour lui dire que c'est essentiel. Cet élément de la pédagogie est une faille de la démocratie dans le monde entier, que les gens partout dans le monde votent par pulsion sans connaître, parce que les projets, les problèmes globalisés au niveau mondial deviennent très, très complexes et le citoyen lambda n'a pas les outils pour comprendre, à moins qu'on ne lui transmette d'une façon objective et non pas idéologique l'essentiel sur la question et donc il pourra s'exprimer d'une façon digne et respectueuse. Et bien entendu, avec ce formidable outil technologique que vous avez développé, le conseil des experts filtrera la volonté générale du peuple. Et donc, moi, je me souviens pourquoi j'étais, lors de la première réunion à l'Institut Ramchal, chez le Rav Shriki, ici présent, j'étais très impressionné, vraiment très impressionné. J'ai même été très ému de voir autour de cette table des gens de tous bords, des gens tellement différents, des gens qu'on croyait pas qu'on croyait, mais qu'on voyait se disputer dehors. Ils étaient là. Il y avait des rabbins qui sont présents ici, avec l'esprit très ouvert. Il y avait des femmes de gauche, militantes, radicales, mais très respectueuses, très modérées. Il y avait des personnes de l'académie, des experts chacun dans son domaine,
il y avait des professions libérales, et je me suis dit, mais comment ces gens-là se sont réunis tous d'un commun accord et qu'est-ce qu'ils cherchaient? J'ai tout de suite compris le dénominateur commun. C'était cette volonté de sortir de notre pays de l'impasse. C'était assurer avant tout l'union pour viser plus loin la communion entre tous les citoyens. Et bien entendu, ils ont proposé une constitution, des éléments de l'écriture d'une nouvelle constitution qui allait permettre une nouvelle conception de la démocratie. C'est ce que vient de nous dire très clairement M. Roni Akrish, et j'adhère complètement. La démocratie est un problème, pas seulement en France, pas seulement en Israël, dans le monde entier, dans tout le monde occidental. Je vais dire donc que Israël 3.0 incarne une vision moderne et participative de la démocratie. Comme on l'a entendu de notre cher Lévy, chaque voix compte et les experts de divers domaines travaillent ensemble pour le bien commun. C'est un projet très ambitieux. Il y a, bien entendu, nous ne sommes que dans le début du début. Il y a encore plusieurs étapes et plusieurs questions à résoudre, mais l'énergie que je vois parmi les dirigeants, parmi le conseil des experts, l'énergie qui est déployée, je tiens à dire aujourd'hui que votre dévouement et votre travail sont la preuve que nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble. Et je suis convaincu que grâce à Israël 3.0, nous pourrons créer un environnement où chacun pourra prospérer et contribuer au bien-être collectif. Ça, c'est ma conviction. Et le reste, si on reste unis, si on croit aux fondamentaux, on ira, Bezrat Hashem, très loin. Merci. Richard Darmon, bonsoir. Expert reconnu dans le domaine des médias et de la communication, spécialisé dans les affaires israéliennes et le Moyen-Orient. Avec une carrière de plusieurs décennies, il a contribué à divers journaux et plateformes médiatiques. J'espère que je vous présente correctement. Richard, bonsoir. Je vous donne la parole. Oui, enfin, c'est bien. Je voulais juste dire en diagonale ce qui fait que je me suis intéressé à ce projet, c'est que étant en Israël depuis presque 40 ans, je suis aussi observateur de la scène politique israélienne et de la scène sociétaire. Donc, depuis mon arrivée, j'étais déjà journaliste en France avant de venir en 85. Et je vais pas vous, comme le forum, c'est pas un forum d'un public nombreux, mais je vais pas utiliser les quelques minutes que j'ai pour parler pour vous présenter ce que je pourrais faire dans d'autres forums, les 1001 raisons qu'il y a pour devoir absolument changer, moi, ce que j'appelle la règle du jeu, c'est-à-dire le système politique israélien de représentation qui, en fait, campe sur l'instant de 1948, alors que le pays a non plus, évidemment, 600 000 habitants. Il y avait 300 000 électeurs à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 5 millions, c'est-à-dire 17 fois plus. Et donc, c'est intéressant aussi parce qu'on avait conçu le système d'élection à la proportionnelle intégrale en fait, comme si le pays d'Israël, à l'époque, et c'était le cas d'ailleurs en 48, était un grand kibbutz, c'était une sorte de communauté élargie. Et en fait, à l'époque, vous voyez, chaque député, les 120 députés, si on fait des simples divisions l'arithmétique, chaque député élu à la Knesset représentait, si vous voulez, 2500 électeurs, si on fait une règle de 3. Or, aujourd'hui, comme on est un peu plus de 5 millions d'électeurs, chaque député représente 42 000 personnes. Ça veut dire que
les 42 000 le connaissent, c'est simplement une vision mathématique. Mais si vous voulez, ce système, tout ça pour dire que ce système de 48 est complètement, mais complètement suranné. Il est un empêcheur de tourner en rond. Il est fauteur de corruption. On a inventé les primaires dans les partis, mais il n'y a rien de pire que les primaires dans les partis parce que ça entraîne des querelles qui se règlent par de l'argent et des pots de vin. Et puis, ce système, il est coupé du peuple. Il y a véritablement des élites qui se reconduisent elles-mêmes. D'ailleurs, un fait significatif en Israël, c'est que quand on cherche de nouveaux leaders désespérément, le seul vivier qui fonctionne, c'est un vivier un petit peu, je dirais, sidérant, c'est l'armée. C'est-à-dire, on va chercher des nouveaux politiciens dans l'armée. Et donc, on ne gère pas un pays comme on gère une armée, un bataillon. Et donc, en fait, il y a des tas de raisons. Je voulais juste donner des têtes de chapitre. Ce sont les mêmes élites politiques qui se reconduisent. Et puis, surtout et surtout, c'est pour ça que le système que vous proposez mérite l'intérêt. J'ai quelques réserves, donc plutôt des points d'interrogation dont on pourra reparler. Mais je trouve que ce qui se passe de catastrophique en Israël, c'est que quand les électeurs vont voter, c'est une élection hyper idéologique. On donne son mandat, comme vous l'avez suggéré, Lève, à des députés qui ensuite en font ce qu'ils veulent. Et en fait, le vote est idéologisé. On vote pour une liste, c'est-à-dire pour une idéologie d'un parti ou d'un groupe. Et puis après, c'est comme une bouteille à la mer. Et un fait significatif aussi qui est catastrophique, c'est dans un pays en guerre comme Israël, qui toujours, je vous signale que, puisque je parlais de l'instant 48, le pays est toujours en état d'urgence au plan administratif depuis 48, en état de guerre. Il y a eu, si on compte les intifadas, les grandes guerres, etc., il y a eu presque d'une vingtaine d'épreuves de force, soit les guerres classiques, soit les opérations à Gaza, où aujourd'hui c'est vraiment une guerre aussi. Il y a eu, j'avais compté 18 moments de crise depuis 48, mais surtout ce qu'il y a eu, c'est qu'en 76 ans, il y a eu 36 gouvernements. Si vous faites là encore un calcul, c'est-à-dire que la moyenne, qui n'est pas la moyenne réelle de durée et de vie de chaque gouvernement, mais ça en fait, une manière de voir les choses, c'est que chaque gouvernement, la moyenne d'un gouvernement en Israël, c'est 2 ans et quelques mois. Alors dans ces conditions, comment pouvoir assurer la continuité de la gestion des grands sujets? Par exemple, c'est intéressant que vous ayez prévu de créer une commission, enfin des experts dans le domaine de l'éducation. Moi, j'ai suivi un peu ce domaine. Dans l'éducation, il y a eu ministre après ministre des débuts de réformes qui sont tous annulés, recommencés, etc. C'est une gabegie de gestion qui a atteint son paroxysme. Et ce que nous vivons aujourd'hui, avec en 2023 la crise à propos de la réforme judiciaire, et puis sa suite aujourd'hui, c'est véritablement le point paroxystique de ce dysfonctionnement. Alors, pour terminer, parce que ça, on pourrait écrire des traités là-dessus. Moi, j'ai fait des études aussi de droit et de droit constitutionnel. Je connais un petit peu certains rouages. C'est que, si vous voulez, j'ai deux points d'interrogation, mais auxquels on ne répondra pas comme ça. C'est que, premièrement, pour pouvoir, d'abord techniquement, la question des experts me pose problème, bien que c'est une trouvaille formidable, parce que les experts aussi, ce sont des gens qui ont un agenda politique. Ce ne sont pas des gens qui sont simplement des ouvriers de leur savoir. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les experts, enfin ce sera sans doute différent dans ce système, mais les experts qui siègent dans les commissions de la Knesset ont tous des agendas politiques. Et donc, si on veut, nous, que les choses soient unanimes et désidéologisées et au service du peuple, il y aura un problème parce que dès qu'on s'affiche comme expert, on a une certaine ambition. Il y a aussi un problème avec ça et je n'ai pas encore surmonté mes réticences à ce problème-là. Maintenant, il y a quelque chose dont j'ai parlé ce matin brièvement avec Ronnie Akrich, que je connais depuis très longtemps, c'est que dans le marasme dans lequel nous sommes, sortir de ce marasme et de cette coupure entre le pays légal et le pays réel, faire remonter la volonté du peuple dans les institutions, ça ne va pas se faire uniquement par des moyens techniques, et même si
ce quoi vous travaillez depuis, je crois, Lévi, depuis presque 10 ans, depuis 8 ans, vous êtes lancé dans cette incroyable aventure et c'est tout à votre honneur. Mais je ne crois pas que dans l'état de léthargie et de, non pas seulement d'apathie, comme disait, comme le craignait Ronnie, mais disons, l'état de crise intense dans lequel nous sommes plongés, le peuple est plongé, bien que le peuple a ses propres forces. Justement, je m'entretenais avec quelqu'un d'autre ce matin, je lui dis, ce qui est incroyable quand ça rejoint ce qu'a dit aussi le Rav tout à l'heure, c'est que le jour et la nuit quand on voit le pays réel et le pays institutionnel. Le pays réel, les soldats qui sont au front, ceux qui s'occupent de briser la barbarie qui nous entoure, eh bien, eux, ils sont dynamiques, ils ont une motivation, etc. Et plus on monte dans les hiérarchies, et plus c'est la léthargie, la politique politicienne. Et donc, C'est vrai. comment on va faire... Richard, Oui. excusez-moi, Greg doit partir bientôt. Et alors, je finis. Mais comment Oui, voilà. la deuxième question, comment on peut faire sauter ce verrou? Je ne pense pas que ce soit seulement possible avec de la technologie. Et ce dont je parlais avec Ronnie, et c'est une question que je mets à la discussion, et il n'y aura pas de réponse ce soir, c'est que pour pouvoir forcer la porte de la Knesset, de tous, parce qu'à la Knesset aussi, il y a une commission de la Constitution. Ça fait 20 ans qu'il y a une commission de la Constitution qui n'avance pas. Pour pouvoir imposer un changement de fond, il faut un mouvement citoyen dans la rue. Et ce mouvement citoyen qui se proposerait simplement de changer la règle du jeu, puisque c'est ce que vous voulez faire avec des réponses, comment doit être la nouvelle règle du jeu. Mais pour pouvoir, si vous voulez, se réveiller et forcer les portes blindées qui vont se présenter à nous, il faut mobiliser le peuple dans un mouvement citoyen très large, très unanime, avec une plateforme qui est justement le changement de la règle du jeu, pas les frontières d'Israël, pas les idéologies. Et donc, je crois que... Merci Richard. On est je voudrais obligé juste dire que la technologie, c'est un moyen, mais en soi, c'est pas ça qui va nous sortir de cette impasse. Il faut quelque chose qui touche le peuple et qui mobilise le peuple. Nous appartenions, Richard et moi, à la même race de magasins. Merci beaucoup, Richard. Effectivement, vous avez tout entièrement raison. C'est une technologie, c'est qu'un outil entre les mains de ce mouvement que nous sommes en train de mettre en place, qui est d'ailleurs un mouvement israélien. Et là, on est simplement sur une représentation pour les francophones, mais on travaille avec une très large communauté d'Israéliens qui sera à plusieurs milliers de personnes dans les prochaines semaines. Je passe tout de suite à Binyamin Nashkar, ancien conseiller politique, directeur d'une société de branding et marketing. Binyamin, est-ce que tu es là parmi nous? Oui, bonjour. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le débat. C'est difficile de rajouter à ce qui a été dit, mais je voudrais quand même faire participer un peu de mon expérience parce qu'on a parlé donc, du système politique israélien et je l'ai vu de l'intérieur. J'ai vu comment les lobbies, les groupes d'intérêt contrôlent en fait la politique. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé aujourd'hui à la Knesset. Il y a une loi, vous avez sûrement entendu parler de Nir Barkat, le ministre de l'économie, qui consiste à appliquer la réglementation européenne pour les importations, c'est-à-dire faire supprimer beaucoup de régulations et réduire les prix, parce qu'aujourd'hui, les prix sont élevés en Israël à cause de toutes sortes de régulations, de bureaucratie qui incluent qui donnent des coûts énormes au prix notamment des aliments et des produits. Et cette loi donc devait faire supprimer toutes ces réglementations, tout ce qui est permis en Europe devrait être permis en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les faits aujourd'hui en commission? Toutes sortes de lobbies sont intervenus et vous avez maintenant 80% des produits qui en fait ont été exclus de cette réforme. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir aucun changement et on va continuer à payer cher, tout simplement parce que les lobbies contrôlent les députés, ils ont beaucoup d'influence. Et ce n'est pas la volonté du peuple qui est respectée, ce sont celles de groupes d'intérêt. On a évidemment des groupes d'intérêt politiques qui représentent des secteurs qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. Et on a aussi donc ce qu'on voit beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas sur le devant de la scène, ce sont des lobbies de sociétés, de lobbies des agriculteurs qui représentent des industries particulières qui en fait mènent le jeu et font que l'intérêt général n'est jamais pris en compte.
Et c'est une catastrophe parce que c'est ce qui explique une grande partie des problèmes de ce pays. Ce sont toujours des petits groupes qui imposent leur vue sur la majorité. Et le système israélien qui repose sur une proportionnelle totale, mais dans lequel il n'y a pas de rapport direct entre l'électeur et l'élu, fait que ces groupes ont beaucoup de pouvoir. Parce que dans un système comme, même si ça ne marche pas forcément très bien, comme aux États-Unis, en France, en Angleterre, quand vous êtes élu directement par la population, vous êtes obligé de faire vos preuves et de donner des cabalotes à la fin et d'essayer de montrer en tout cas que vous êtes proche de votre circonscription, de vos concitoyens, des gens qui vous ont élus. Et en Israël, il y a une déconnexion totale entre les élus et le peuple qui fait que, on a l'exemple qui est extrême du Likoud, où j'ai été longtemps militant. Au Likoud, les députés du Likoud n'ont rien à faire du peuple. Les seules personnes qui les intéressent sont les adhérents du Likoud. Si vous n'êtes pas adhérent du Likoud, vous n'existez pas. Ils ne travaillent que pour les adhérents du Likoud qui ne sont pas représentatifs de la population, qui ne sont même pas représentatifs des électeurs du Likoud. Et donc, tout le reste, ça explique aussi leurs provocations, leurs agissements. Ils n'en ont rien à faire, en fait, que c'est des conséquences négatives sur leur image, parce que si ça a des conséquences positives sur leur impact auprès des militants et des groupes qui sont à l'intérieur du Likoud, parce qu'en plus, c'est encore plus complexe que ça. Ce n'est pas que les adhérents du Likoud sont des gens lambda qui ont adhéré, ce sont des groupes organisés avec des chefs. Certains sont des groupes mafieux, comme on le voit à Herzliya. Quand je dis mafieux, c'est la vraie mafia. C'est des gens qui ont été en prison pour meurtre. Et donc, voilà, c'est ce qui contrôle aujourd'hui notre politique. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de réformer ce système et que j'étais très impressionné parce que Lev m'a montré, j'avais fait déjà quelques années, je suis pratiquement depuis le début, c'est révolutionnaire. C'est un projet qui à la fois utilise les meilleurs atouts de l'État d'Israël, qui est la Startup Nation, et en même temps l'esprit juif de révolutionner un peu le monde occidental et la pensée en proposant une façon complètement différente de faire la démocratie, la vraie démocratie en fait. Et je pense que c'est un projet qui a beaucoup d'avenir et qui nous permettra d'améliorer les choses de façon absolument extraordinaire si jamais on arrive vraiment à le développer. Et j'espère vraiment de tout cœur que c'est ce qu'on va réussir à faire. Je vais passer la parole à Greg Zawi qui devait partir rapidement. Greg, tu es là? Je suis là, absolument, et j'écoute avec un intérêt et une passion tout ce qui est dit ce soir. Je suis personnellement, pour me présenter, je travaille dans la technologie depuis près de 25 ans sur des projets de technologie, de smartphone et de tout ce qui a trait au digital. Et je connais Lévi donc depuis très longtemps en fait, puisqu'on remonte à Strasbourg presque lors de mes études, mais on s'est retrouvé en Israël par rapport à ce projet-là, qui moi je pense est un projet il est plus qu'extraordinaire en fait. C'est un projet qui ne peut qu'arriver. Alors on espère tous que ça arrive avec nous et avec Coalition Chain et avec Lévi, mais c'est un projet qui est exactement dans l'heure et dans l'endroit et dans le moment qu'il faut pour ce genre de technologie. Pour parler de la technologie très très rapidement, on parle ici de systèmes, de protocoles qui sont inviolables, imbrisables, qui permet à chacun de sécuriser son vote, de sécuriser sa pensée et de la distribuer et de se faire représenter par qui il aura vraiment choisi, sans aucune possibilité, là j'insiste vraiment, ça paraît très radical, mais sans aucune possibilité de corruption. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ces protocoles qui sont des systèmes mathématiques de cryptographie extrêmement puissants et extrêmement compliqués, empêchent toute, toute possibilité de hacker ou de pénétrer dans les systèmes de tel ou tel. Donc c'est un petit peu comme si on parlait du téléphone portable dans les années 90. Si on parlait du smartphone dans les années 90, 98% des gens n'y croyaient pas, ne savaient pas ce que c'était. Et pourtant, dans les années 2010, moins de 20 ans après, tout le monde est collé sur son écran. On parle exactement du même genre de technologie qui, en anglais, on dit disruptif. Il va complètement changer la manière dont les gens vont interagir, choisir, etc. Et ça, on le voit déjà arriver, que ce soit avec le BRICS, la monnaie digitale du BRICS, qui est basée sur le même genre de protocole,
de la Chine, de l'Iran et de la Russie qui font tout pour faire tomber le dollar. C'est exactement le genre de monnaie digitale, c'est exactement le genre de système digital dont on a besoin euh, euh, en tant que peuple, en tant que nation, pour nous protéger. Il y a les législatives en France, je crois, la semaine prochaine. Je crois que vous allez tous voter de manière digitale et que vous n'allez pas aller à l'urne au consulat. Donc, l'idée du vote digital est déjà dans la tête des gens, est déjà comme en train de prendre forme et d'être mûr. Donc, c'est quelque chose qui tombe vraiment à point pour tout ce qui est transactions digitales, sécurisation de transactions digitales, protection d'une monnaie, de sa monnaie, de la monnaie du shekel, hein, ou comme l'a dit Deleuve du Zouz, qui va être, on l'espère très rapidement, entièrement, on va dire, entièrement calibré au shekel digital qui va prendre forme aussi dans les années à venir. Et au niveau du vote, je dois dire que tout ce qui est l'influence politique aujourd'hui, je crois que c'est Richard qui parlait de moins penser peut-être à la technologie et plus aux événements de masse. Aujourd'hui, les événements de masse sont provoqués par la technologie. La technologie engendre des révolutions sociales. L'influence politique qu'il y a dans les élections aux États-Unis par rapport à des campagnes d'ingénierie sociale qui visent des quartiers, qui visent des familles, pour faire bouger le demi% qu'il faut dans chaque ville ou dans chaque État, et pour le faire changer afin de faire basculer un État vers le démocrate ou vers les républicains. Et ce sont des campagnes qui sont menées par des hackers russes et coréens et nord-coréens et chinois, etc. Ce sont des choses qui sont très, très, très dangereuses et qui vont nous toucher. Et l'algorithme aujourd'hui, c'est tout ce qui va nous permettre de protéger notre idéal juif, tout ce qui va nous permettre de protéger notre avenir en tant qu'État. Et c'est un projet, moi, je pense, qui est crucial et qu'il faut absolument que tous ceux qui ont des relations, qui ont des carnets d'adresses, de pousser, ça ne coûte rien, il suffit juste de télécharger l'application, de jouer le jeu et de créer cet effet de masse qui va pas seulement changer un avenir qui est de toute manière calibré dans cette direction, mais qui va nous positionner en tant que juifs et en tant qu'Israéliens là où on doit être dans le monde par rapport à ce genre de technologie. Voilà. Merci beaucoup, mon ami Greg. Je donne la parole à Francky Pérez, que vous connaissez certainement tous, présentateur, animateur de la communauté, ancien vice-président de la télévision juive américaine, fondateur de ProdTV.net, et le connaissant très bien, on pourrait en rajouter encore quelques dizaines de lignes sur ses activités. Francky, je t'en prie, à toi de parler. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis ravi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est vrai que je comprends que Greg se soit inquiété d'abord, parce que quand tu as dit qu'on allait passer par ordre alphabétique, Zawi, en général, on intervient à la fin. Avant tout, d'abord, je voudrais C'était dire un pas la grand raison, bravo. là j'ai le bébé qui pleure, faut qu'il me dise, aïe. Voilà. Je te taquine, Greg. Pas de problème. Bonne Un soirée. grand bravo à Lévi, d'abord pour sa ténacité, pour son engagement sans faille. Et ceux qui le connaissent savent que cet engagement ne date pas d'hier. Ce dont il nous parle ce soir, c'est la maturation, c'est le travail de nombreuses années, pratiquement une dizaine, avec ses équipes. Euh, il y a toujours un momentum, il y a toujours un moment qu'on sent comme ça dans l'atmosphère et nous ressentons tous très fortement un besoin de changement radical dans la vie politique en Israël. Inutile de le préciser. On parle depuis plusieurs mois de la deuxième guerre d'indépendance d'Israël. Et c'est vrai qu'on ressent le besoin une nouvelle génération politique se lève. Alors, plutôt que de continuer des discussions de salon ou des débats de deuxième partie de soirée shabbatique, déjà le premier mérite d'Israël 3.0, c'est de vouloir passer de la réflexion, d'une longue réflexion, à l'action. Et déjà, ça, c'est un grand mérite. Alors, ça semble très ambitieux. Roni Akrish, pour qui j'ai un immense respect, a parlé
d'utopie. Moi, j'ai appris il y a longtemps que quand quelque chose semble utopique, il y a de fortes chances qu'il y ait un fort potentiel derrière. L'utopie, c'est souvent perçu comme un idéal inatteignable, mais l'utopie, elle recèle en elle, en réalité, euh, des graines de possibilités révolutionnaires. Lorsqu'on nous aspirons à quelque chose de grand, même si ça semble hors de portée, on ouvre la porte à l'innovation et à des avancées significatives. Et je voulais partager à ce sujet très rapidement avec vous un souvenir d'étudiant sur les bancs d'une université du Texas il y a bien longtemps. J'avais un professeur, mon premier professeur qui s'appelait Blair Stephenson, professeur de technologie. Il nous a dit, c'est le tout début de son premier cours, si je vous dis que dans quelques années, quelques dizaines d'années, on sera en mesure de mettre une puce dans votre nuque qui sera connectée à votre cerveau et qui vous permettra d'appeler des données un peu instantanément, si vous me prenez pour un fou, levez-vous de cette salle, vous n'avez rien à y faire. Alors j'ai trouvé ça un petit peu agressif, ça nous a tous et toutes secoués. Il nous a dit que lui, quand il avait notre âge, dans les années 50-60, si on lui avait dit qu'une petite pile pouvait remplacer le battement d'un cœur, il aurait eu absolument le même sentiment et quelques temps après, il y a eu le pacemaker. Donc, gardons un esprit très ouvert, en particulier à travers ces dernières années où on a vu la blockchain, l'intelligence artificielle et une révolution technologique folle pour, pour, euh, pour croire en l'utopie et surtout quand quelqu'un nous la présente avec un plan extrêmement bien articulé et réfléchi, fruit de plusieurs années. Israël 3.0, d'abord pour ceux qui ne viennent pas du monde de la tech, 3.0, c'est un terme utilisé pour indiquer une nouvelle génération ou une évolution significative par rapport aux versions précédentes. Israël 3.0 veut transformer Israël en une démocratie vivante, où chaque citoyen peut voter de manière intelligente avec un système respectueux des valeurs juives, de l'éthique, de la solidarité, du respect de nos traditions. Et une démocratie finalement où chaque citoyen doit avoir son mot à dire et pas seulement un bulletin de vote à glisser dans une urne. C'est vrai, ça sonne utopique. Alors, l'objectif est de créer un gouvernement qui évolue, un gouvernement qui s'adapte aux besoins de la situation en étant toujours ouvert aux nouvelles idées pour rester pertinent et à la fois efficace. Il y a une chose importante, c'est quand on a une forte ambition politique, quand on est porté par un projet politique, Richard Darmon utilisait tout à l'heure le terme de déidéolégitiser, terme compliqué, mais qui veut tout dire. Quand on a un projet politique, moi je pense que avant tout, il est porté par des idées, par une idéologie. On ne peut pas y échapper. Et moi, j'aimerais que Lévy, s'il est OK, nous en dévoile tout de même les grandes lignes parce que c'est ce que je n'ai pas encore entendu ce soir. Merci beaucoup, Francky. Avec plaisir, je ferai ça dans quelques minutes. Je donne juste la parole à Laurent Lévy qui est avec nous, qui est très occupé également. Je vous rappelle, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Laurent Lévy, fondateur d'Optical Center et initiateur du projet pour le troisième temple. Donc, c'est un gros projet. Expert en projet de transformation en Israël. Laurent, je te donne la parole. Voilà, bonjour à tous. Donc, félicitations pour le projet. En fait, tout projet novateur qui va essayer de changer le système politique en Israël est le bienvenu. Celui-là me semble cohérent au niveau technique et au niveau de l'ambition. Maintenant, la suite des événements, moi je suis aussi, je veux savoir un peu comme Francky, avant que je réponde et que je développe, qu'est-ce qu'il y a au fond et comment tu vois l'évolution, Lévi, comment tu vois l'évolution dans les prochaines années. Et après, j'interviendrai si tu veux bien. Ok. Alors, on va y répondre tout de suite. Alors, l'évolution, elle est très simple. Tout d'abord, ce qu'on appelle un pilote social communautaire. Donc, tout d'abord, un lancement technologique plus que politique. Donc, on démarre avec 5000 personnes qui vont commencer à utiliser l'application et voter pour différentes personnes, que ce soit le conseil qui est actuellement intérimaire, pour pouvoir le voter de manière plus fixe, plus réelle. Et ensuite, élargir le mouvement à plusieurs dizaines et centaines de milliers de personnes. Une fois que ce mouvement sera plus large, entrer
avec des représentants en politique pour représenter la volonté citoyenne qui est gérée par les citoyens et par les comités d'experts, la faire représenter à la Knesset. Donc bien sûr, il y aura des pilotes en cours de route avec des mairies, des quartiers, etc. Une fois que c'est à la Knesset, on aura donc forcément un podium pour pouvoir s'exprimer, montrer que les décisions prises de manière participative par les comités d'experts citoyens apportent de réelles solutions à la Knesset. On commencera des pilotes également dans lesquels les comités d'experts citoyens vont pouvoir créer des projets de loi pour la Knesset. Une fois que ce sera fait, en parallèle également, il y aura un comité constitutionnel qui pourra travailler à la constitution israélienne. On pourra faire des propositions constitutionnelles pour l'évolution des protocoles démocratiques du gouvernement israélien. Très bien, c'est clair. Le projet voilà, est bien dévoilé. Il est ambitieux, il va dans le bon sens. C'est une révolution parce que c'est aller à l'encontre d'un système qui ne fonctionne plus, comme tout le monde l'a dit déjà. Et c'est une proposition différente et qu'on n'a pas entendue jusque-là. Moi, je voulais intervenir sur le sujet, sur le troisième temple. Moi, c'est le sujet parce que, en fait, finalement, on est une famille, on va tous en Égypte, on ressort un peuple, on sort d'Égypte, on se retrouve à prendre la Torah, c'est-à-dire les règles du jeu. Et ensuite, la chose qu'on fait, c'est on construit un Mishkan, on construit un temple portatif. Et en fait, comme si que l'ambition de devenir un peuple, c'était d'avoir une Torah dans le but de construire ce temple. Et de ce temple-là vient la paix. Donc en réalité, la paix, ou bien on crée une ardoute, ou bien on crée une unité, et puis on crée un bien vivre ensemble, un mieux vivre ensemble, etc. Et la paix arrive. Ou bien alors on se dit, non, on va demander, on va voir ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on lui fasse une maison à lui, on va lui construire sa maison. Et cette maison va être le réceptacle de la Shrina, d'une énergie divine, qui va venir d'en haut pour que nous, ensemble, humains, on puisse s'unir dans la paix. Donc, il y a deux façons de construire cette ardoute-là. Et c'est ou bien s'unir, mais on ne peut pas unir des gens s'il n'y a pas de projet collectif. On peut unir des gens seulement s'il y a un projet commun. Sinon, les gens sont complètement divisés, comme c'est le cas aujourd'hui. Israël avait un but, un projet collectif, c'était de construire un État. C'est fait. De construire une armée, c'est fait. De construire une économie, c'est fait. Et l'étape d'après, aujourd'hui, il y a une division parce qu'il n'y a pas de vision commune ou de projet collectif qui peut nous unir. Le seul projet qui peut nous unir, il n'y en a pas 50, il y en a un seul, c'est le troisième temple. Et en construisant ce troisième temple-là, parce que je vous rappelle que le troisième temple doit être construit de nos mains, et ensuite seulement Mashiach viendra, et ensuite il y aura l'énergie divine, comme on le voit dans les textes. Donc nous, humains, on a cette opportunité-là et cette possibilité-là. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est pas de la technique parce que les mosquées, ça se déplace. Enfin bref, il y a plein de technologies pour pouvoir, et de techniques pour pouvoir mettre les dômes à leur place et de construire le fameux temple en question. C'est également de se dire qui est patron en Israël. Est-ce que c'est l'islam, comme c'est le cas aujourd'hui? Les démocraties du monde entier sont soumises à l'islam aujourd'hui, dont Israël compris. 7 millions de juifs en Israël, 7 millions de musulmans. Et on voit bien que le juif n'est pas maître vraiment sur sa terre, puisqu'on est soumis à leur diktat. Donc, celui qui gère le monde du temple gère Israël et gère le monde. Donc, est-ce que c'est nous, en tant que peuple d'Israël, qu'on va révéler la parole de Dieu sur terre et être vraiment hors la goïm et illuminer les nations? Ou alors, on se dit, ben non, on laisse le monde du temple, le lieu où on nous a demandé de faire sa maison, à l'islam, comme c'est le cas aujourd'hui, et on se soumet, comme toutes les démocraties occidentales, à l'islam. Donc, voilà pourquoi le troisième temple me motive. Et je pense que dans les discussions qu'il y aura et dans les sujets apportés et les sujets soulevés au sein de la blockchain, il y aura également ce sujet-là du troisième temple. J'ai terminé. On se retrouve après une page de pub. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour la suite et de nouvelles informations.